Le 20 avril 2010, au milieu du golfe du Mexique, un volcan de feu jaillit des flots. La plateforme pétrolière Deepwater Horizon venait d'exploser. 11 hommes y ont laissé leur vie, et pendant 87 jours, la mer entière allait être souillée par une marée noire sans précédent. Mais cette histoire n'a pas commencé par une explosion, elle a commencé par un défaut minuscule enfui sous des kilomètres de roches. Voici le récit de Deepwater, la descente aux enfers d'une plateforme qu'on croyait invincible. Imaginez une ville entière flottant au milieu de l'océan. Une cathédrale d'acier, de câbles et de moteurs, voilà ce qu'était Deepwater Horizon. Propriété de Transocéan, louée par BP, cette plateforme semi-submersible valait plus d'1 demi-milliard de dollars. Ce n'était pas juste un outil, c'était une vitrine, le symbole de ce que l'ingénierie humaine pouvait accomplir. Conçue pour résister aux vagues, au vent, aux pressions des abysses, elle pouvait forer plus loin que toutes les autres plateformes au monde. Sa mission finale, c'était le prospect Macondo, un puits d'exploration au large de la Louisiane à une profondeur qui donne le vertige, plus de 5500 mètres dans la roche, sous 1500 mètres d'océan. Autrement dit, essayer de percer la croûte terrestre en plein milieu d'une mer agitée. Pour BP, ce puits représentait des milliards, mais aussi un cauchemar logistique. On le surnommait déjà le puits infernal, parce qu'à chaque étape, il résistait. Retard, complications techniques, coûts qui s'envolent. Chaque jour supplémentaire d'immobilisation de Deepwater Horizon, c'était des centaines de milliers de dollars perdus. Alors la pression montait, pas celle du pétrole, la pression humaine. BP voulait que ça avance, et vite. Sur une plateforme comme celle-ci, ça se ressent. Les chefs insistent, les équipes travaillent jour et nuit, et peu à peu, la sécurité passe au second plan. À ce moment-là, on arrive à la toute dernière étape, sceller le puits. Une étape simple, presque banale en apparence, mais en réalité, c'est la clé de tout. Parce que ce ciment, c'est ce qui sépare un réservoir monstrueux de pétrole et de gaz de la surface. C'est le bouchon de la bouteille, la seule barrière entre l'océan et un enfer souterrain. Et ce bouchon, il allait bientôt craquer. Le 19 avril 2010, tout semble sous contrôle, le puits Macondo est presque terminé, il ne reste plus qu'à le cimenter. BP fait appel à Halliburton, un géant du secteur, pour sceller les parois du forage avec un ciment spécial. Mais ce ciment, il est loin d'être parfait. Les tests en laboratoire, Halliburton les connaît, il montre que la formule choisie est instable et qu'elle risque de laisser passer du gaz, mais dans la précipitation et sous la pression des délais, ces avertissements passent à la trappe. Alors le ciment est pompé dans les profondeurs, officiellement tout est bon, mais en réalité sous la roche, il est déjà en train de faillir. Pour vérifier, on procède à un test essentiel, le Negative Pressure Test. Le principe est simple, on remplace la lourde boue de forage qui maintient la pression du puits par de l'eau de mer, bien plus légère. Si le ciment est solide, rien ne bouge, mais si une fuite existe, la pression va remonter aussitôt. Et ce soir-là, le résultat est inquiétant. Les jauges affichent une surpression, un signe clair qu'il y a un problème, mais aucune remontée de boue, aucun signe visuel à la surface. C'est totalement contradictoire. Alors BP demande de refaire le test. Même résultat, la pression est trop élevée, mais toujours aucun signe. Au lieu de s'arrêter et de tirer la sonnette d'alarme, les ingénieurs cherchent une explication rassurante. Ça doit sûrement être une poche coincée contre le capteur, un faux positif. Ils tentent une variante, refaire la mesure, mais cette fois sur une autre ligne, la kill line, une ligne parallèle à la principale. Et là, aucune pression. Conclusion, le problème venait bien des capteurs. Le puits est déclaré sain. En réalité, il ne l'est pas. Sous les kilomètres de rochers d'acier, le ciment fissuré laisse déjà passer du gaz. Lentement mais sûrement, une immense bulle est en train de remonter et personne ne le sait. Le 20 avril 2010, sur la plateforme Deepwater Horizon, la nuit commence comme une autre. Certains finissent leur quart, d'autres s'installent au réfectoire et dans la salle de contrôle, on surveille les écrans. Tout semble calme, mais sous leurs pieds, le puits est déjà hors de contrôle. Le ciment du puits n'a pas tenu, des fissures microscopiques se sont formées, le gaz accompagné de pétrole brut a commencé à s'infiltrer dans la colonne de forage. À cette profondeur, la pression est monstrueuse, équivalente au poids d'un gratte-ciel posé sur chaque centimètre carré, rien ne peut l'arrêter. D'abord, ce sont des bulles invisibles qui remontent, puis comme un monstre qui s'éveille, la pression expulse tout sur son passage, la boue de forage encore présente dans la colonne, puis le pétrole brut épais et sombre, chargé de méthane. Ce mélange remonte à une vitesse effrayante, transformant la colonne en une cheminée géante. En théorie, la plateforme est protégée contre ces remontées grâce à de multiples systèmes de sécurité, mais ce soir-là, tous sont défaillants et vont tomber un à un. La boue lourde, censée maintenir la pression, avait été remplacée trop tôt par de l'eau de mer pour le test à pression négative. Les détecteurs de gaz capables de sonner l'alerte avaient été volontairement désactivés pour éviter des alarmes jugées gênantes. Et sous leurs pieds, le gardien ultime, le Blowout Preventer ou BOP, un monstre d'acier de 450 tonnes posé au fond de l'océan, juste au-dessus de la tête de puits. Son rôle est simple à dire, mais vital. Si jamais le pétrole ou le gaz commence à remonter de manière incontrôlée, il doit fermer hermétiquement le puits. C'est le bouchon ultime, celui qu'on ne veut jamais avoir besoin d'utiliser mais qui doit fonctionner à coup sûr. Un BOP est composé de plusieurs préventeurs, différents mécanismes de fermeture qui agissent chacun à leur façon.
L'annular preventeur, c'est comme un joint circulaire en caoutchouc renforcé qui se serre autour de la colonne de fourrage. Il peut réduire le flux ou même l'arrêter si la pression n'est pas trop forte, c'est la première ligne de défense. Puis les ram preventers, ce sont des grosses mâchoires hydrauliques qui peuvent se refermer autour de la colonne ou même la sectionner complètement. Et tout ça est redondant, plusieurs preventers sont empilés l'un au-dessus de l'autre pour que si l'un échoue, un autre prenne le relais. Quoi qu'il arrive, le BOP doit pouvoir stopper une fuite. Quand les premières bouffées atteignent la plateforme, l'équipage n'a presque aucun avertissement. Le pétrole et le gaz jaillissent par les puits de forage, un geyser sombre qui éclabousse les planchers. Les opérateurs activent l'annular preventeur, il se referme, il écrase la colonne de forage et pendant quelques instants, tout semble sous contrôle. Le flot s'arrête, on respire, mais ce n'est qu'un répit, parce que la pression continue de grimper dans les entrailles de la Terre, le BOP résiste, puis cède. Les joints en caoutchouc sont arrachés, incapables de contenir le monstre qui s'éveille. Alors une deuxième remontée bien plus violente déchire la colonne. Cette fois, c'est un geyser de boue, de pétrole brut et de méthane qui jaillit, droit jusqu'au sommet de la tour métallique. Le liquide noir se répand partout, dégouline le long de la plateforme. Le méthane, lui, se diffuse dans l'air, invisible mais mortel et attend une étincelle pour exploser, et cette étincelle arrive. Au lieu d'être expulsé loin de la plateforme, le métal est redirigé dans les conduits de ventilation et s'engouffre directement dans les moteurs principaux. Les moteurs surchargés de méthane accélèrent, puis explosent. La Deepwater Horizon devient une torche flottante. Le feu court le long des tuyaux, enflamme chaque trace d'hydrocarbures et alimente son propre enfer. Le pétrole jaillit toujours, nourrissant l'incendie comme si l'océan lui-même brûlait. Sous la mer, on tente une dernière fois de sauver la plateforme. Le BOP est activé pour cette fois sectionner la colonne de forage. Mais là encore, la machine trahit. L'une des batteries est morte depuis des mois, faute de maintenance, et surtout, la colonne tordue par la pression n'est plus alignée. Les mâchoires géantes du blowout preventeur se referment, mais elles mordent de travers. Le métal plie mais ne cède jamais. Le tuyau n'est pas coupé, la faille reste béante et avec elle le flot infernal. Sur la plateforme, c'est la panique absolue. Les alarmes d'urgence retentissent enfin, mais elles se mêlent au vacarme assourdissant du feu et des explosions secondaires. Les hommes courent dans les couloirs, noyés par une fumée noire et épaisse. Ceux qui atteignent les canaux de sauvetage se jettent dedans en urgence, mais beaucoup n'ont pas le temps, alors certains n'ont qu'une option, sauter. Ils plongent dans l'océan depuis 30 mètres de haut, mais l'eau n'offre pas le salut qu'ils espéraient. À la surface, le pétrole a déjà formé une nappe, et cette nappe enflammée par les retombées brûle elle aussi. Autour de la plateforme, la mer est en feu. Les hommes tombent dans une eau noire, poisseuse et parfois en flammes. Respirer est presque impossible, nager, un combat désespéré. Ceux qui restent sont piégés par la chaleur insoutenable et les flammes qui engloutissent tout. Depuis la salle des radios, des appels de détresse sont envoyés à la côte. Mayday, Mayday, Deepwater Horizon en feu, explosion majeure, nous avons besoin de secours immédiat. Mais pour 11 hommes, l'aide n'arrivera jamais. Pris dans les flammes, ils disparaissent dans la nuit, engloutis par le brasier. Pendant 2 jours entiers, la Deepwater Horizon brûle, puis affaiblie par les flammes, son immense structure métallique cède, se brise et s'enfonce lentement dans les eaux noires du golfe du Mexique. Mais en disparaissant, elle laisse derrière elle un monstre. Un puits béant qui continue de cracher du pétrole sans interruption. La plateforme disparaît, mais le cauchemar, lui, ne fait que commencer. Quand la plateforme sombre sous les flammes, on pourrait croire que l'enfer s'éteint avec elle, mais ce n'était que le début, parce que sous 1500 mètres d'eau, là où la lumière ne perce pas, le puits Macondo reste ouvert. Il ne crache plus dans une tour de métal, mais directement dans la mer, et cette fois rien ne peut contenir sa fureur. Dès les premières heures, une colonne noire s'élève du fond, un mélange d'hydrocarbures, de gaz, de boue qui se disperse en un nuage sombre. Quand il atteint la surface, il se transforme en nappes épaisses, les pilotes d'hélicoptères envoyés sur zone sont les premiers à comprendre, la mer n'est plus bleue. Elle est noire, tachée, comme si l'océan saignait. BP annonce une fuite de 1000 barils par jour. Mais très vite, les images satellitaires contredisent cette version. Les nappes sont gigantesques, visibles depuis l'espace. Des scientifiques indépendants avancent 40 000, parfois 60 000 barils par jour. À la fin, le chiffre officiel tombe, 4,9 millions de barils, soit 780 millions de litres, l'équivalent d'un supertanker entier vidé en pleine mer.
Chaque jour qui passe, le golfe du Mexique devient un réservoir toxique et l'opinion publique comprend qu'on leur a menti dès le départ. La bataille se joue à 1500 mètres de profondeur, une zone où aucun plongeur ne peut descendre. Les interventions se font uniquement avec des robots sous-marins, ces ROV aux bras articulés, pilotés depuis la surface, et chaque manœuvre est un défi. BP commence par l'idée la plus simple, poser une cloche de confinement, une structure en acier de plusieurs dizaines de tonnes pour capter le pétrole et l'acheminer à la surface. Mais à cette profondeur, la température glaciale et la pression écrasante transforment le méthane en hydrate, une sorte de glace explosive. En quelques heures, le dôme est bouché, inutilisable. Puis le junk shot. Une idée désespérée, on balance dans la fuite des pneus hachés, des morceaux de caoutchouc, même des balles de golf, tout est aspiré comme des brindilles dans une tornade, la fuite continue. Chaque échec est suivi d'une conférence de presse, chaque fois BP parle de progrès mais les images parlent d'elles-mêmes, la nappe grandit, les côtes s'approchent et le monde entier regarde. Fin mai, la marée noire atteint les rivages. Les plages de Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama, des marais entiers, véritables poumons écologiques sont souillés. Plus de 2100 km de littoral sont touchés. Face à la colère grandissante, BP choisit une solution radicale, déverser des tonnes de dispersants chimiques, le plus utilisé s'appelle Corexit. Plus de 7 millions de litres sont utilisés. Officiellement, le dispersant casse le pétrole en micro-gouttelettes censées se dissoudre plus facilement. En réalité, cela rend la marée noire invisible, mais encore plus toxique. Plusieurs biologistes parleront d'un crime chimique. Pendant que les nappes continuent de s'étendre, BP et les autorités lancent une mission parallèle, forer un puits de dérivation. Le principe, percer un nouveau puits à côté du Macondo, le rejoindre en diagonale et injecter du ciment pour le tuer définitivement. Une opération titanesque qui prend des mois. En attendant, on tente un système de capot métallique, placé au-dessus de la fuite. Après des semaines d'essais et de réglages, le dispositif est mis en place. Le 15 juillet 2010, la fuite cesse enfin. Pour la première fois en 87 jours, l'océan arrête de saigner. Le puits sera officiellement scellé en septembre, après le succès du puits de dérivation. Mais le bilan est vertigineux. 11 morts dans l'explosion initiale, 4,9 millions de barils de pétrole déversés, des milliers d'animaux disparus et des écosystèmes détruits pour des décennies. Sur le plan judiciaire, BP est condamné à payer plus de 65 milliards de dollars, la plus lourde amende jamais infligée à une entreprise. Mais pour les familles de victimes, pour les pêcheurs ruinés, l'argent n'efface rien. Le 20 avril 2010, la Deepwater Horizon a disparu en mer. Mais ce n'était pas qu'une plateforme qui brûlait, c'était une alerte, une preuve brutale que face à la pression économique, à l'obsession du profit, la sécurité et l'environnement passent souvent au second plan. BP a payé des milliards, des lois ont été renforcées, mais les familles des 11 victimes, elles, n'ont jamais récupéré leurs proches, et l'océan, lui, porte encore les cicatrices de cette nuit d'avril. Deepwater Horizon, c'est l'histoire d'un monstre technologique censé dompter la nature et qui a fini par révéler notre fragilité. Car au fond, la véritable explosion, ce n'était pas seulement celle du puits, c'était celle d'une illusion. Croire qu'on peut forer toujours plus profond et toujours plus vite sans jamais en payer le prix. C'était Séoloun, abonnez-vous et à la prochaine.